Sûrement que certains d'entre vous ont déjà entendu ce proverbe, mais peut-être que vous ne savez pas que c'est associé vraiment à la maladie du fibrose critique. Donc, le proverbe qui dit en anglais, "Woe to the child who tastes salty from a kiss on the forehead, for they are cursed and will soon die." Ça s'associe à la fibrose critique. Mais ce n'est qu'en 1938 qu'un endocrino, Dr. Anderson, a identifié, caractérisé cette maladie comme une maladie du pancréas. Parce que à la naissance, les personnes qui sont nées avec la fibrose critique, les premières manifestations, c'est plus au niveau nutritionnel, plus au niveau d'une insuffisance pancréatique qu'au niveau pulmonaire. Donc, les enfants, ils décédaient généralement au cours de leur première année de vie. Mais ce n'est qu'en 1989 que deux chercheurs de Toronto, des chercheurs canadiens, qui ont identifié le gène qui est responsable de la fibrose cystique, donc le CFTR, le Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator Gene. Et ce que le gène de CFTR code pour une protéine de la chlorure. Okay? Donc, juste pour vous dire un peu la pathophysiologie de la fibrose cystique, c'est une maladie génétique autosomique récessive. Donc, ça touche et les femmes et les hommes. Au Canada, ça touche 1 sur 3600 naissances. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a plus de 2000 mutations qui ont été identifiées qui peuvent causer la fibrose cystique. C'est une maladie principalement pulmonaire, donc c'est une atteinte au niveau des poumons, où on voit des infections chroniques qui mènent à une insuffisance respiratoire et éventuellement la cause de mort serait l'insuffisance respiratoire. C'est la cause de mortalité chez plus de 90% de cette population. Puis ce qui se passe au poumon, à cause de ce canal qui est défectueux, on voit une accumulation de mucus au niveau des voies respiratoires. Puis c'est ça qu'on voit ici en haut. On a sur la figure B des voies respiratoires qui sont claires, comme une personne qui n'a pas la fibrose cystique. Et sur la figure C, on voit qu'il y a une accumulation de mucus. Et ce mucus, c'est dû à au défaut de cette protéine, qui peut mener à une accumulation de mucus qui est d'ailleurs favorable pour la croissance de bactéries. OK? Maintenant, c'est principalement pulmonaire, mais c'est plutôt caractérisé comme une maladie multisystémique parce que ça touche d'autres organes. Et, entre autres, le pancréas, au niveau exocrine, donc on voit une sécrétion insuffisante d'enzymes qui sont responsables pour la dégradation des molécules comme les protéines, les lipides et les glucides. Donc, à cause de ça, il y a une malabsorption du nutriment, donc les personnes ne prennent pas de poids. Il y a aussi les organes reproducteurs, donc au niveau pour des hommes, la totalité des hommes sont infertiles. Et chez les femmes, c'est plus de 50% des femmes qui sont infertiles. Et ici, vous pouvez voir, ça vous donne une idée de toutes les parties où c'est affecté à cause de cette mutation du gène. Au début des années 30, si vous remarquez, vous pouvez voir ici sur le graphique, on a l'âge de survie sur l'axe des Y et les années sur l'axe des X. Vous pouvez voir au début, comme je l'ai dit, ils ne vivaient pas plus que 2 ans. Mais quand la Dr. Anderson a défini que c'était une maladie plus pancréatique, un des premiers traitements, c'était une supplémentation des enzymes pancréatiques. Et quand ils ont commencé à donner ce médicament à ces personnes, on a vu une augmentation significative de la survie. Ensuite, avec le temps, parce que les patients ils vieillissent, donc quand ils ont commencé à vieillir, ils ont commencé à avoir des complications plus au niveau pulmonaire, ils ont des infections chroniques, on a commencé à leur donner des antibiotiques, des anti-inflammatoires, des thérapies pour éclairer les poumons. Et à cause de ça, toute cette prise en charge a augmenté la survie jusqu'à... je vous montre un exemple ici en 2010. La survie était d'un patient qui était atteint de fibrose cystique, c'était de 40 ans. Mais très récemment, donc en 2010, c'est lorsque ce traitement spécifique qu'on appelle les modulateurs du CFTR a été mis sur le marché par une compagnie pharmaceutique. Donc, il y avait tous ces essais cliniques avec ce nouveau médicament modulateur. Est-ce que ce modulateur, je vais vous expliquer après ce que ça fait, mais
ça a mené à l'augmentation encore une augmentation de la survie chez ces patients. Ici, ça me donne une idée vraiment, et c'est peut-être même pas assez représentatif du type de traitement que ces patients-là, il faut qu'ils fassent le jour, comme le matin et la nuit. OK? Les modulateurs. Les modulateurs, ça cible le défaut génétique. OK? Je vous ai dit qu'il y a environ 2000 mutations du gène de la CFTR qui ont été identifiées. Bien, ces mutations-là sont classées, sont toutes subdivisées en classes, dépendamment de à quel moment de la synthèse de ce gène-là ou de cette protéine est-ce que c'est affecté. Puis ici, vous pouvez voir, si on regarde ici, ça peut être au niveau de la formation de l'ARN, de la production de la protéine au cheminement jusqu'à la membrane cellulaire. Okay? Je vous ai parlé des correcteurs. Les correcteurs du CFTR, mais ça cible le défaut génétique de la fibrose cystique et ça permet d'augmenter soit la quantité ou l'activité de la protéine. Okay? Donc, le plus récent, je n'irai pas trop en détail, mais il y a eu quand même 5 classes de modulateurs depuis 2010, mais une des plus récentes, c'est une triple molécule, donc ça cible plus qu'un niveau de cette mutation. Donc, et dans ce cas-là, il cible la maturation, donc ça permet à la protéine de se rendre au niveau de la membrane cellulaire. Et c'est environ 90% de la population fibrose cystique qui présente au moins une mutation, dont la mutation de la principale, qui est le delta 508, sur une des allèles sont éligibles pour avoir ce médicament. On l'appelle Trikafta, ça c'est le nom commercial, mais le nom générique, c'est ETI. Fait que vous allez voir dans la présentation, Trikafta et ETI, c'est la même chose. Mais ça, on va revenir après, mais je vais juste vous présenter c'était quoi les modulateurs. La complication extrapulmonaire la plus commune dans la fibrose cystique, c'est le diabète associé à la fibrose cystique. Bon, j'ai appelé ça le DAFCA. Donc, le DAFCA, comme vous le voyez ici dans le graphique, ça augmente avec l'âge. Plus la personne vieillit, plus il est appelé de développer un DAFCA. Et c'est alentour de l'âge de 30-35 ans, environ 50% des adultes qui ont la fibrose cystique développent un DAFCA. Donc, vous pouvez voir jusqu'à quel point c'est important cette complication. Et les variables cliniques qu'on regarde, qu'un clinicien va regarder s'il voit un patient avec le DAFCA, c'est vraiment le poids et la fonction pulmonaire, parce que si le patient perd du poids, il va perdre de la fonction pulmonaire. S'il perd de la fonction pulmonaire, il va aussi perdre du poids. Donc, ils viennent ensemble, ces deux variables cliniques. Et ça peut juste devenir plus grave si un patient est atteint du DAFCA. En 2004, c'est là que les cliniques de fibrose cystique ont commencé à avoir une émergence de plus en plus importante de cette complication, le DAFCA. Pourquoi? Parce qu'en 2004, les personnes commencent à atteindre l'âge adulte. Avant, c'était vraiment une maladie pédiatrique. Fait qu'on essayait mais avec le temps, ils ont vieilli de plus en plus. Là, ils ont atteint l'âge jeune adulte, donc 20 ans, 25 ans. C'est là qu'on commence à avoir une émergence de patients qui développent un diabète. Donc, la clinique de fibrose cystique de Montréal, qui est au CHUM, qui est d'ailleurs la deuxième plus grosse clinique adulte au Canada, mais ils se sont dit, OK, là, on commence à voir de plus en plus de patients qui ont un DAFCA. On pense qu'on va en avoir encore plus dans le futur, mais il faut qu'on soit préparé. On ne sait pas comment traiter ces patients-là. OK? Donc, parce qu'il y avait... Donc, ici, on voit une majoration de la prévalence du DAFCA à cause de l'amélioration de la vie, de l'espérance de vie. Mais qu'est-ce qu'il y en est de l'épidémiologie? C'est quoi la prévalence de cette complication dans cette population? On veut comprendre la physiopathologie. Est-ce que c'est dû... Pourquoi est-ce que certains patients développent un DAFCA? Est-ce que c'est comme dans le type 1 ou c'est parce qu'il n'y a pas assez d'insuline qui est sécrétée, ou est-ce que c'est à cause du type 2 où on voit une augmentation de la résistance à l'insuline? Quel est l'impact du DAFCA dans les autres complications dans la fibrose cystique?
Les complications qui sont les plus communes en diabète, les complications micro et macrovasculaires. Le dépistage, comment est-ce qu'on dépiste? On sait que, par exemple, en diabète de type 2, la méthode de dépistage, c'est l'hémoglobine glyquée. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que ça va être un bon marqueur à utiliser pour dépister le DAFCA? Ou est-ce que la GPO ici, qui est l'hyperglycémie provoquée par voie orale, qui est peut-être certains d'entre vous l'ont déjà pris quand vous êtes tombé, si vous êtes déjà tombé enceinte, c'est le test de jus de sucre rouge, qui dépendamment des valeurs de glycémie au temps 0 et au temps 2 heures, mais on peut déterminer si la personne a un diabète ou non. Et finalement, le traitement. Parce que en fibrose cystique, parce que ils sont très mal nourris, pas mal nourris, mais ils sont en malnutrition, on recommande en fibrose cystique une diète hypercalorique, OK? Donc, on demande qu'il y ait un gros apport en lipides, en protéines et en glucides, OK? Est-ce qu'on doit adapter, est-ce qu'on doit changer ça quand c'est pour les DAFCA? Et l'insuline, qui est le traitement qu'on utilise en diabète de type 1 et en diabète de type 2, est-ce que c'est le bon traitement pour ce type de diabète rare? Et donc, c'est pour ça que à cette clinique, on a mis en place le Montreal CFRD Screening Core, OK? Donc, le MCFC. Donc, parce que c'est une clinique adulte au CHUM, il y a une clinique pédiatrique à Saint-Justine, mais au CHUM, c'est une clinique d'adultes. Donc, on inclut tous les patients qui ont en haut de 18 ans, évidemment, et qui sont suivis à la clinique du CHUM. Les critères d'exclusion quand la cohorte avait été mise en place, c'était qu'il n'y ait pas un diabète déjà présent et qu'il n'y ait pas eu une greffe, donc une greffe de poumon ou un cancer actif. Et donc, de 2004 à 2020, ces personnes sont dépistées annuellement. On recueille dans le registre du MCFC les données démographiques et cliniques, dont la fonction pulmonaire, des résultats de la bioimpédance, donc pour nous permettre de voir le pourcentage de masse grasse, par exemple, la pression sanguine, la microbiologie, la fréquence d'exacerbation pulmonaire, les médicaments. Et en même temps, on faisait un prélèvement sanguin, donc on faisait la GPO, qui est le test de sang, le test de sucre. Et donc, on a une biobanque de sérum et de plasma à tous les intermédiaires du temps de la GPO. C'est un test de 2 heures. À toutes les 30 minutes, on promet un échantillon de sang. Donc, on a une biobanque d'environ plus de 1500 échantillons partant de 2004 jusqu'à 2020 pour les personnes qui avaient été recrutées. Je pense qu'en 2020, on avait environ 300 personnes d'inclus dans cette cohorte. Et ceci nous a permis de mesurer principalement les valeurs d'insuline et de glycémie, mais aussi des marqueurs inflammatoires, des marqueurs cardiométaboliques. Et si jamais un participant se faisait dépister, on faisait son dépistage et on découvre que le DAFCA, sa participation arrêtait à cette visite. OK? Avec cette cohorte, on a publié l'année passée un genre de résumé de tous les résultats qu'on a, ou toutes les publications, tous les articles qu'on a fait à partir de cette cohorte. Parce que ça faisait déjà 20 ans qu'elle était mise en place, en 2024. Et c'est ça, parce que ça faisait déjà 20 ans. Donc, puis pour vous donner une idée, ici, on avait déterminé, par exemple, le rôle de la sécrétion d'insuline et la résistance à l'insuline. Ici, on avait vu l'association entre la glycémie et la microbiologie. On a même évalué la supplémentation de vitamine D dans cette population à l'aide de cette cohorte. On a fait une intervention d'activité physique pour voir si ça pouvait améliorer la glycémie chez ces patients. On a caractérisé un sous-groupe de tolérance au glucose spécifique à la fibrose kystique. On a regardé des marqueurs de glycémie durant la GPO qui étaient associés au statut clinique, donc à la fonction pulmonaire ou au poids. L'association des marqueurs d'inflammation avec la dysglycémie, donc qui pourraient être utilisés comme des biomarqueurs de dysglycémie. Et finalement, la validation d'un outil qui permet de mesurer la composition corporelle dans cette population.
Donc, depuis ces 20 ans, on a publié plus de 55 articles à partir de cette cohorte. Maintenant, c'est ça, et aussi on a même regardé, désolé, l'impact du sexe chez cette population et aussi si on pouvait réduire, si on pouvait changer la méthode de dépistage. Là, je me suis dit, moi, je suis arrivée en 2023, je me suis dit, on veut quelque chose, je voulais quelque chose de nouveau, quelque chose qui était à la mode. Puis c'est en parlant avec mon collègue au département de nutrition, qui lui, c'est un expert, c'est un prof au département de nutrition, c'est un chercheur à l'Institut de cardio et un expert en lipidomique. Puis là, en discutant, je me suis dit, OK, j'ai des échantillons de sang, puis on sait qu'il y a un lien entre les lipides et la glycémie, que ça joue un rôle important. Pourquoi pas regarder si on pourrait utiliser la lipidomique comme un outil pour identifier un profil qui permet d'identifier les patients qui sont à risque de développer un DAFCA. Donc, juste pour vous donner une idée de c'est quoi la lipidomique, ben, c'est l'étude complète des lipides. Okay? Donc, en premier lieu, les lipides sont isolés à partir d'échantillons biologiques, donc le sérum, le plasma, ça peut être même la salive. Et ensuite, ça passe par une méthode d'extraction et d'analyse, donc la spectrométrie de masse et la chromatographie. Ensuite, suite à cette phase, on fait l'identification de la quantification. Donc, cette partie nous permet de déterminer précisément quels lipides sont présents et en quelle quantité. Et finalement, quand ces lipides et ces entités lipidiques sont mesurées, on peut interpréter à différents niveaux biologiques. Donc, les classes de lipides, qui sont les principales que vous connaissez sûrement, donc les phospholipides, les triglycérides, le cholestérol. Il y a des lipides qui sont impliqués dans les voies métaboliques, donc la synthèse et la dégradation, ainsi que leur rôle comme des enzymes. Les fonctions biologiques, vous savez que les membranes cellulaires, c'est caractérisé par des lipides. Et finalement, en identifiant ces lipides, on pourrait les utiliser comme biomarqueurs de maladie. Donc, la lipidomique, elle a des applications cliniques majeures qui se traduisent en applications concrètes. Donc, soit pour la nutrition, soit pour comprendre la physiopathologie ou comme outil diagnostic, même pour déterminer quel type de traitement serait le mieux pour une maladie quelconque. Il y a deux types de méthodes de lipidomique. Il y a la lipidomique ciblée et la lipidomique non ciblée. Ça, je vais vraiment regarder en résumé. Donc, la lipidomique ciblée, le nom le dit, c'est l'analyse ciblée. On connaît exactement c'est quels lipides qu'on veut aller regarder. Donc, les lipides sont spécifiques, on a une quantification précise. Par contre, il y a un nombre limité de cibles. La lipidomique non ciblée, c'est vraiment une analyse globale. On a l'échantillon de sang, on fait le mass spec et la chromatographie. On peut avoir un profil lipidomique complet de tous les lipides qui sont exprimés, soit surexprimés ou sous-exprimés chez cette personne. Et de cette façon aussi, on peut découvrir de nouveaux lipides. OK? Et donc, ça nous permet d'avoir une large diversité de lipides. Donc, après, quand on a parlé, moi et mon collègue Dr. Buis, on a décidé, on va regarder en premier lieu, donc ça c'est le projet de maîtrise de mon étudiante Chia qui est en cours en ce moment. En premier lieu, on s'est dit, on va prendre des échantillons de la cour de RCFC, puis en premier lieu, on va regarder est-ce qu'il y a une différence sur le profil lipidomique si on regarde fibrose cystique versus des personnes qui ne sont pas atteintes de fibrose cystique, qu'on appelle des personnes contrôle. OK? Et comme on avait un total d'environ 100 échantillons de fibrose cystique et 40 échantillons qui sont non fibrose cystique, et on a identifié qu'il y avait 534 entités, donc 534 molécules de lipides qui étaient différentes entre la fibrose cystique et les personnes non fibrose cystique sur un total de 1627. OK? Donc, si vous regardez ici, ça c'est ce qu'on appelle un volcano plot. Si vous regardez entre les lignes pointillées rouges, tout ce qui est en dedans des lignes pointillées rouges, donc le milieu et le bas, ça c'est parce qu'il n'y a pas de différence significative. Chaque point représente une entité lipidique. Par contre, si on regarde, tant que c'est le fold change, dans le FC 0.8 en bleu, toutes les entités, ça c'est ce qui est significativement différent.
Donc, chaque point représente un lipide qui a au moins 20% de diminution de son expression dans la fibrose cystique comparé à une personne non fibrose cystique. Et si on regarde pour le fold change de 1,25, c'est parce que cette lipide a au moins une augmentation de 25% de son expression dans la population fibrose cystique. Et juste pour vous donner ici une idée de la liste des lipides qu'on a identifiés qui sont différents entre les personnes avec la fibrose et les personnes qui sont différents entre les deux populations. Ensuite, vu que le but, moi, je suis intéressée sur ce qui est diabète, prédiabète, la dysglycémie, on a décidé de faire un petit projet pilote pour regarder est-ce qu'il y a une différence, est-ce qu'on peut voir une différence sur le profil lipidomique si on compare les différents groupes de tolérance au glucose. Donc, ici, vous pouvez voir, ça, c'est un heat map où on a comparé 10 patients, 10 participants de chaque groupe de tolérance. Donc, on avait les normotolérants, donc les personnes qui avaient une tolérance au glucose normale, les prédiabétiques et ceux qui étaient DAFCA, nouvellement diagnostiqués. Puis, je n'irai pas trop en détail, mais c'est juste pour vous donner une idée du type de résultats qu'on peut avoir avec ces analyses. Vous pouvez voir, par exemple, si on regarde les glycérolipides ici, en bleu, ça c'est nos NGT, donc les participants qui avaient une tolérance au glucose normale. On voit qu'il y avait une diminution de l'expression de ces types d'isoformes de triglycérides comparé aux prédiabétiques et aux diabétiques. OK? Donc, ça, c'est juste un aperçu pour vous donner une idée de ce qu'on peut voir avec la lipidomie. Là, Chia est sur le processus de faire les 120 échantillons pour comparer, pour avoir un plus gros échantillonnage. Et la prochaine étape qu'elle fait présentement, c'est vraiment de regarder si on a un profil lipidique, on peut l'associer aussi au profil clinique. Donc, elle a toutes les données cliniques qui viennent avec ces échantillons de sang. On peut voir, est-ce qu'on peut faire un genre de score, de profil, de clinique de patient qui est à risque de développer un diabète. OK? Donc, ça, je vous ai parlé jusqu'à 2020. OK? Les échantillons que Chia a utilisés, ce sont des échantillons qui datent de la cohorte jusqu'à 2020. OK? Maintenant, en 2020, vous le savez tous, il y a eu la pandémie. À cause de la pandémie, il y a eu un arrêt du dépistage du MCFC parce que ces patients, vu qu'ils sont à haut risque d'infection, dans les cliniques de fibrose cystique, on évitait qu'ils viennent en personne. Puis nous, on a besoin pour le dépistage, comme vous savez, ils font un test de GPO, on mesure le poids et tout. Donc, on a dû arrêter la collecte de données en 2020 à cause de la pandémie. Et ensuite, en 2021, je vous ai parlé du modulateur, le Trikafta, mais ce n'est qu'en 2021 que Santé Canada a approuvé ce médicament pour la population fibrose cystique. Et en 2023, j'ai eu mon poste de chercheur et j'ai enfin pris la direction de cette cohorte. Et j'ai décidé que, vu que là, oui, on voyait auparavant que c'est une population qui vieillit, mais maintenant, ils sont rendus vraiment comme... Ils sont rendus à l'âge, pas jeune adulte, mais plus... on a des patients qui touchaient les 60 ans, les 70 ans. Fait que là, moi, je me suis dit, OK, pourquoi on regarde juste ceux qui n'ont pas encore un diagnostic? Je voulais l'élargir parce que je m'attendais qu'avec ces modulateurs qui augmentent l'espérance de vie, je m'attendais qu'il y ait une augmentation de d'autres complications cardio-métaboliques, okay? Autres que le DAFCA. Donc, c'est pour ça que j'ai amendé le protocole, puis j'ai dit, on va tout prendre, on va inclure tous les patients, aucune exception, OK? Donc, même ceux qui avaient un DAFCA avec traitement ou pas, ils pouvaient se réinclure dans l'étude. Donc, à l'heure actuelle, on a plus de 420 participants dans la cohorte. Et je tiens à vous aviser qu'il y a environ 500 personnes à la clinique de fibrose cystique. Donc, on a presque 85% de cette clinique qui participe à notre cohorte.
et dont 250 qui sont encore actifs parce que malheureusement, il y en a qui sont décédés depuis 2004. Et d'ailleurs, on en a environ 65 qui ont un suivi de plus de 20 ans, OK, dans la cohorte. Donc, je vous ai dit, la prolongation de survie, ça l'expose à un risque accru de complications cardio-métaboliques, tout comme moi et vous, OK? Plus on vieillit, plus on a un risque de complications. C'est pas différent chez les personnes qui ont la fibrose kystique. Et ici, je peux juste vous donner une idée de quels sont les types de complications cardio-métaboliques. Donc, on a le métabolisme, donc les complications liées au métabolisme du glucose. Donc, on regarde, entre autres, la prévalence du DAFCA, voir si ça va changer après l'initiation des modulateurs. Il y a le métabolisme des lipides, donc, par exemple, complications de l'hypertriglycéridémie. La composition corporelle, d'ailleurs, avec cette prolongation, cette prise en charge qui est rendue tellement fantastique dans les cliniques de fibrose kystique, ben, les patients commencent à prendre du poids, OK? Tu sais, auparavant, je vous ai dit que c'était vraiment une maladie de malnutrition, mais maintenant, on voit de plus en plus de cas de surpoids et d'obésité, du jamais vu en fibrose kystique, OK? Il y a aussi la santé cardiovasculaire, donc l'augmentation de la pression sanguine, même on voit des cas d'hypertension, et finalement, le métabolisme osseux. Donc, je me suis dit, OK, là, la première étape, c'est de voir qu'est-ce qui a déjà été publié, OK, sur l'effet de ces modulateurs sur les facteurs de risque cardio-métabolique. C'est là que mon étudiante Heather Giroir, à la maîtrise, elle a fait une revue systématique de tous les articles qui sont sortis, qui regardent les facteurs que je vous ai montré à la diapo d'avant. Tous les articles qui mentionnent un changement de ces facteurs-là suite à la prise des modulateurs. OK? Donc, elle a inclus tous les articles qui étaient publiés après 2010. Elle a exclu les études avec une population qui était en bas de 10 participants, les publications non empiriques, donc les abstracts, les chapitres de livres. Et il fallait qu'il y ait au moins une durée moyenne de plus de 4 mois sur le modulateur, le trikafta. Et avec sa recherche, elle a identifié 54 articles qui étaient éligibles à être inclus dans cette revue systématique. Et entre autres, les résultats principaux qu'elle a vus, c'était la plupart démontraient que l'hémoglobine glycée, qui est un marqueur de la glycémie dans les 3 derniers mois, donc ça nous permet de mesurer le contrôle de la glycémie dans les 3 derniers mois, qu'il y avait peu de changements à l'aide d'un système de surveillance de glucose. La tolérance au glucose et la prévalence du DAFCA aussi avait une diminution de l'incidence. Mais ce n'était pas si clair de l'effet de ces modulateurs sur la résistance à l'insuline. Pour ce qui en est du surpoids et l'obésité, ça ne nous surprenait pas. On a vu une augmentation, la plupart des articles ont vu une augmentation du prévalence du surpoids et de l'obésité. Donc, ça passait de presque 28 à 41 sur juste 5 mois. La composition corporelle, on voyait que les études démontraient une augmentation de la masse grasse. Pour ce qui est le profil de lipides, c'est vraiment un profil de lipides sanguins qu'on fait dans les hôpitaux, on voyait l'augmentation du taux de cholestérol et du LDL cholestérol, qui est le pas bon cholestérol. Par exemple, les résultats ils étaient mitigés quand on regardait les triglycérides et les HDL. Finalement, pour la pression sanguine, on a vu que les études démontraient une tendance vers une augmentation de la tension systolique et diastolique et une augmentation de la prévalence de l'hypertension. Par contre, la limite de ces études, c'est qu'ils étaient souvent collectés à un seul moment avant le trikafta. OK? Donc, il y avait un seul visite clinique avant le début de trikafta qui était inclus dans les études. OK? Donc, c'était difficile de savoir si les changements venaient vraiment de l'effet de ce modulateur ou juste de l'évolution naturelle de la fibrose kystique. Aussi, le suivi post-trikafta, donc post-modulateur, était souvent, la plupart du temps, moins que 2 ans. Okay? On n'a pas vu encore d'études qui est allée un petit peu plus que 2 ans. Et finalement, le petit nombre de participants qui fait que les résultats sont un petit peu moins fiables.
C'est là que nous, on s'est dit, OK, ben, on a la cohorte, le MCFC, on a beaucoup de données avant le début des modulateurs et déjà, aujourd'hui, on est quoi? En 2026, on a déjà un 5 ans de suivi. Pourquoi pas regarder à long terme? C'est une analyse, d'ailleurs, c'est un papier qui est en train de finaliser en ce moment, Heather, où on a regardé un suivi prospectif à long terme, donc un total d'environ de 6 ans. On a regardé 3 ans avant le début des modulateurs et jusqu'à 3 ans après l'introduction du Trikafta. On a des données cliniques annuelles pour presque tous les participants et on a une large cohorte. Okay? Donc, on peut avoir une grosse population, on peut regarder où on peut aller répondre à des questions au niveau des facteurs de risque. Donc, l'objectif de l'étude, c'est de comparer initialement l'effet avant et après le début de Trikafta sur les facteurs de risque. Ensuite, on a regardé la trajectoire de ces facteurs de risque avant et après, donc le 3 ans avant jusqu'à 3 ans après. Et finalement, s'il y avait des variables avant le début des modulateurs qui nous permettraient de prédire comment un patient va répondre au niveau cardio-métabolique. Et les variables cliniques qu'on a récupérées pour cette analyse, c'est des marqueurs inflammatoires comme le pourcentage de neutrophile, la pression artérielle, le profil lipidique, le poids, la fructosamine, l'hémoglobine glycée et principalement la fonction pulmonaire. Okay. Donc, en prenant en considération tous ces critères, elle a inclus dans son analyse 60 participants dont l'âge médian est d'environ de 36 ans. Donc, ça variait entre 23, donc le plus bas étant 23 jusqu'à l'âge de 75 ans. La fonction pulmonaire moyenne, puis ça, c'est des données avant le début des modulateurs. On voit que c'est à 55 %, donc c'est pas une fonction pulmonaire optimale. Alors, on considère ça comme une fonction pulmonaire modérée, presque sévère. Et finalement, on a une durée moyenne depuis l'initiation des modulateurs de 36 mois. Et quand on compare les données cliniques pré versus post, vous pouvez voir la ligne bleue, c'est les données pré et la ligne orange, c'est les données post. OK? Donc, sur l'axe des Y, on peut voir l'augmentation si les niveaux restent les mêmes ou s'il y a une diminution. Si on regarde la fonction pulmonaire, on voit que avant le début des modulateurs, on voit que les niveaux de fonction pulmonaire étaient bas, mais qu'après le début des modulateurs, on voit une augmentation significative. On s'attend à ça, c'est le but des modulateurs, c'est d'améliorer les poids. Aussi, pour le poids, c'est aussi le but. Avant le début, on voyait plus des poids qui étaient plus bas versus si on compare au poids après le début des modulateurs. Maintenant, l'hémoglobine glycée. Avant le début des modulateurs, on voyait des niveaux, quand même, des valeurs élevées d'hémoglobine glycée. Okay? On ne veut pas ça. On veut que l'hémoglobine glycée soit plus basse. Et quand les participants ont commencé les modulateurs, on a vu qu'il y avait une baisse de l'hémoglobine glycée. C'est la même chose pour les fructosamines et la même chose pour les neutrophiles, un marqueur de l'inflammation. Par contre, pour ce qui est de la pression artérielle et de l'ALT, on n'a pas vu les données avant les débuts des modulateurs étaient semblables aux données après. La prochaine étape, c'était de regarder les trajectoires. Okay? Donc, avec plusieurs données, à plusieurs visites cliniques, est-ce qu'il y avait une variation avant versus après? OK? Ici, si on regarde les catégories diabétiques, je veux juste que vous prêtez attention. Quand on regarde les overweight, les obèses, donc en surpoids et les personnes obèses, à baseline, ça c'est avant le début des modulateurs, puis ensuite, à leur follow-up, donc la dernière visite clinique après le début des modulateurs, donc qui peut aller jusqu'à 36 mois après le début, on voit que la proportion de personnes avec une obésité ou un surpoids a augmenté. OK? Et la proportion avec un poids normal a diminué. Ça, c'est parce que, comme vous pouvez voir, il y a un shift qui sont rendus maintenant en surpoids ou en obésité. Quand on regarde les autres marqueurs cliniques, comme par exemple, je sais pas, en haut, à gauche, en haut à gauche, vous pouvez voir la trajectoire
Donc, on a sur l'axe des X à 0, c'est quand ils ont commencé le ETI avant, donc le moins 20, vous pouvez voir ça, c'est jusqu'à 3 ans avant le début et ensuite jusqu'à 3 ans après. Avant le début des modulateurs, on voit que le poids était considérablement stable de visite en visite. Mais quand ils ont commencé les modulateurs, on voit une augmentation significative avec le temps. Quand on regarde l'hémoglobine glycée, la tendance était plus que ça augmentait de plus en plus avant le début des modulateurs, mais quand ils ont commencé, ça a commencé à diminuer. Pour ce qui est de la pression sanguine, on voyait une augmentation d'année en année de la pression sanguine, mais puis, quand ils ont commencé les modulateurs, c'est resté stable, ce qui est bon. La même chose pour l'AFT, on voit que c'était stable avant, mais quand ils ont commencé les modulateurs, on voit une augmentation des niveaux d'AFT. L'AFT, c'est un marqueur clinique de la fonction hépatique. Okay? Et finalement, si on regarde les neutrophils, marqueurs d'inflammation, on voit que les niveaux de neutrophils étaient stables avant le début des modulateurs, mais qu'aussitôt qu'ils ont commencé les modulateurs, on voit une diminution des marqueurs d'inflammation. Finalement, si on veut regarder, si on pourrait identifier des variables prédictives de comment est-ce que ces patients répondent, quelle variable pourrait nous indiquer comment un patient va répondre suite à la prise des modulateurs. Puis, on a identifié ces 4 variables-là. Okay? Le premier, c'est au niveau de la fonction pulmonaire. On a vu que s'il y avait un patient qui avait une fonction pulmonaire avant le début des modulateurs qui était modérée ou sévère, avait une augmentation moins élevée qu'une personne qui avait une fonction pulmonaire normale ou légèrement diminuée. Okay? Si on regarde l'hémoglobine glycée, un patient avant le début des modulateurs qui avait une hémoglobine glycée plus élevée que 5,5 avait tendance à avoir une plus haute diminution de son hémoglobine glycée après le début des modulateurs qu'un patient qui avait une hémoglobine glycée dite normale, donc en bas de 5,5. Et finalement, les patients qui avaient un indice de masse corporelle de 30, donc 30 c'est ce qu'on catégorise, 30 et en haut ce qu'on catégorise d'obésité, un patient qui commence un modulateur, qui a un indice de masse corporelle en haut de 30, mais il avait tendance à avoir une augmentation de la pression artérielle et une augmentation des niveaux d'ALT. Okay? Et c'est ça. Et je tiens à souligner qu'on est vraiment la première équipe qui démontre ces résultats-là. Maintenant, là, je vous ai parlé beaucoup de l'épidémique, un petit peu de fondamental, de la clinique. Qu'est-ce qu'il y en est? Ça me donne un résumé. Ça, c'est vraiment les données actuelles au Canada. Je me suis dit, je vais vous démontrer jusqu'à quel point les modulateurs, ça a été révolutionnaire en fibrose kystique. Okay? À chaque année, la Fibrose Kystique Canada, qui est la fondation de fibrose kystique au Canada, ils publient un registre de leurs données, des données de toutes les cliniques à travers le Canada. Okay? Ils publient un registre pour démontrer vraiment la population, tous les traits cliniques dans la population canadienne fibrose kystique. Ici, je vous compare un rapport en 2018, ça fait même pas, ça fait 8 ans, ok? Ça fait pas si longtemps que ça. Et le dernier rapport qui a été publié en 2024, ok? Si vous regardez, admettons, le nombre de personnes qui ont reçu une greffe de poumon, ok? En 2018, il n'y avait pas les modulateurs encore. En 2018, il y en avait 58. En 2024, je pense que de mémoire, il y en avait 2 au Canada qui ont reçu une greffe de poumon. Puis ça, c'est sûrement parce que soit ils n'étaient pas éligibles pour avoir des modulateurs, soit ils ne répondaient pas aux modulateurs. Parce qu'il y en a qui sont sur les listes d'attente de greffe, ils reçoivent le modulateur, puis ça va mieux après. OK? Ensuite, si on regarde les surinfections, donc la microbiologie, au niveau de la microbiologie, le nombre de patients qui sont infectés par cette microbiologie principale, qui est la pseudomonas, on voit une diminution de 39% en 2018 à 23%. Ça, c'est vraiment bon, parce que si ces bactéries-là sont dans les poumons, ces patients font de l'infection. Ils font des surinfections. Donc, ils ont besoin d'être hospitalisés. Mais ce qui est incroyable, honnêtement, c'est le nombre de visites cliniques. Vous pouvez voir qu'en 2018, par exemple, le nombre de visites cliniques était d'environ 19 000. En 2024, on est rendu à 15 000. Le nombre de jours
à l'hôpital, c'était de 26 500 en 2018 jusqu'à 9 000 en 2024. OK? Et la même chose, le nombre de jours sur des antibiotiques intraveineux, qui est le traitement qu'on leur donne pour se débarrasser des exacerbations pulmonaires, c'est passé de 17 000 jours en 2018 jusqu'à 4 000 jours en 2024. Le pourcentage, donc la fonction pulmonaire, on voit une amélioration et chez les enfants et chez les adultes, mais finalement, ce que je veux vous regarder, c'est l'âge médian de survie. Donc, l'âge médian de survie, c'est l'âge auquel la moitié des personnes qui sont nées aujourd'hui, OK, vont survivre. OK? Donc, 50% des personnes qui sont nées aujourd'hui vont avoir cet âge-là. En 2018, c'était de 52. En 2024, aujourd'hui, on est rendu à 64. OK? C'est comparable à la population générale. Mais ça, je vous montre ça, c'est toutes des données cliniques. Mais qu'est-ce qu'il y en est? Okay? On sait, tout va bien, tout le côté clinique, tout va bien. Mais qu'est-ce qui se passe dans la vie de ces patients? La réalité, c'est quoi qui se passe dans la maison de ces gens-là? C'est pour ça que j'ai décidé de créer un registre de données auto-rapportées. OK? C'est un registre que les patients vont répondre à des questions, des questionnaires, puis ils vont nous rapporter eux-mêmes. Ils vont nous rapporter eux-mêmes leur vécu. OK? Ce registre a des questions qui portent sur... J'ai essayé de vraiment toucher à tout. OK? Donc, satisfaction du traitement, la vie sexuelle, tout ce qui a un rapport avec l'alimentation. Je suis un petit peu biaisée parce que je suis en nutrition, donc l'habitude alimentaire, les troubles alimentaires, la littératie alimentaire, la santé féminine, la gestion de l'orthaphoca, par exemple, l'activité physique, la stigmatisation à l'exposition, le sommeil, la bien-être, la santé mentale. Donc, on a décidé de développer ce registre-là. Puis, la première étape pour développer ce registre, c'est de faire des séances de patients partenaires, OK? Parce qu'on fait ce questionnaire, mais on veut que le questionnaire soit bon pour la population, pour cette population. Donc, je me suis dit, la première étape, c'est de partager ce questionnaire à un groupe de patients partenaires, puis qu'ils nous donnent leur avis. Est-ce qu'ils trouvent que les questions sont correctes, sont bien écrites, sont compréhensibles? C'était ça le but initialement de cette session de patients partenaires. Donc, ça, c'est un projet qui a été pris par, qui est maintenant, c'est mon étudiante à la maîtrise, Sarah, qui l'a fait. Et on a fait un recrutement de patients partenaires à l'aide d'une patiente avec qui je travaille beaucoup, Gabrielle Fanès, qui est d'ailleurs une des personnes qui dirige la Fondation à Québec de Vivre avec la fibrose cystique. Elle m'a aidé à recruter des participants pour aider à évaluer ce questionnaire-là. On a fait des entretiens semi-structurés. Il y en avait un qui était enregistré, le reste n'était pas enregistré. Et donc ça s'est fait en été 2025. Les sessions initialement, elles devaient durer de 1 heure, mais il y en a qui ont duré jusqu'à 120 minutes. OK? Et ensuite, on a, à partir de ces sessions-là, bien, Sarah a vraiment retranscrit, elle a analysé, puis elle a identifié les concepts, les thèmes principaux qui ont été abordés. Puis je vous dis, honnêtement, ces sessions-là, c'était vraiment pas à quoi qu'on s'attendait, OK? Parce que j'ai eu l'impression que ces sessions, c'était plus des sessions de thérapie que de nous laisser savoir. Ils nous ont dit qu'est-ce qu'on devait changer au niveau des questionnaires, mais c'était vraiment une question où les patients ils pouvaient parler de leur vécu, OK? Ils l'avaient dans d'eux, puis ils voulaient juste le faire sortir. Donc ici, je vous donne un genre de résumé de les patients partenaires qu'on avait. Donc, on avait de toutes les tranches d'âge. On en avait une qui avait environ 65 ans. On en avait un qui était dans la vingtaine. Il y en avait qui étaient mariés, il y en avait qui avaient des enfants, il y en avait qui étaient à l'école, il y en avait qui ne travaillaient pas, à la retraite ou sans emploi. Donc, on a vraiment été chercher, on a été chanceux d'avoir vraiment une diversité de patients partenaires. Maintenant, les thèmes qui ont été retenus, OK? Donc, un des premiers, c'est, je vous montre, gratitude imposée, silence forcé, OK? Une des patientes partenaires avait dit, on n'a pas le droit de se plaindre ni critiquer sur le Trikafta parce qu'il est vu comme un miracle, OK?
Tout ça parce qu'il y a des patients, il y a des personnes qui n'ont pas accès à ça. Il y a encore 10% de la population de fibrose cystique qui n'ont pas de traitement. OK? Mais des fois, eux autres, ils ont des choses négatives à dire à propos de ce traitement. Vous allez savoir pourquoi. Mais on dirait qu'ils sentent, ils peuvent pas vraiment dire ce qu'ils pensent parce que on peut pas aller juger un traitement qui est si révolutionnaire. OK? Un autre, c'est effet secondaire, accès fragile. Donc, il y en a une qui dit « J'ai presque dû arrêter le Trikafta en raison d'une augmentation des enzymes hépatiques. C'est une source majeure de stress parce que si mon foie lâche, on m'enlève le traitement. » OK? Donc, vous avez vu avant que je vous ai montré un des barrières qu'on a mesuré, c'est l'ALT, qui est un marqueur hépatique. On voit, ça se peut qu'un des effets secondaires du Trikafta, c'est une atteinte hépatique. Donc, il y en a qui commencent à stresser, puis ils ont peur de dire leurs symptômes parce qu'ils ont peur de perdre le traitement. Ça va bien au niveau pulmonaire, ça va bien au niveau du foie, mais ils ont peur que s'ils disent « Oh non, j'ai des complications au niveau du foie », bien, ils ont peur qu'on leur dise « OK, tu n'es plus éligible pour le Trikafta » parce que ça coûte cher au gouvernement. Je vous dis maintenant, ce traitement, ça coûte par patient par année environ 200 000 $. OK? Donc, moi, je pense que si le gouvernement peut le faire arrêter, il va le faire. Donc, identité en tension, la maladie a toujours fait partie de mon identité. Donc, le fait d'aller mieux grâce aux médicaments me donne l'impression de perdre une partie de moi-même. OK? On voit vraiment qu'il y a une atteinte mentale. Tu sais, c'est une population, c'est des personnes que toute leur vie, on leur a dit que tu peux mourir à un moment ou à un autre. Maintenant, on leur dit non, tu vas vivre longtemps, tu sais. Tu ne peux plus dire que tu es tout le temps malade, ils ne le sont plus. OK? La plupart ne sont plus malades. Gain physique ou mental. Malgré tous les bienfaits que le Trikafta m'a apportés, je ne l'aurais pas pris à cause de ses effets sur ma santé mentale. OK? Il y en a même qui pensent de l'arrêter parce que ça les affecte trop au niveau santé mentale. Quand le traitement déçoit, il m'a fallu 3 ans pour accepter le fait que le médicament ne fonctionne pas sur moi. Puis il y en a de ces patients partenaires qui ont dû commencer et l'arrêter. Et il y en a ils n'ont pas. Des patients partenaires, on en avait 14, puis je pense qu'il y en avait 2 ou 3 qui n'ont jamais vu le modulateur parce qu'ils n'étaient pas éligibles pour l'avoir. Donc, cette personne a dit que ça lui a pris 3 ans parce qu'on lui a dit qu'elle n'était plus éligible à ce médicament-là. OK? Donc, c'est dur quand même. Un avenir possible laissé sans appui. À quoi ressemble une personne âgée atteinte de fibrose cystique qui n'a pas d'enfant? Sur qui j'avais pouvoir me compter? Sur qui j'avais devoir me compter? OK? Tu sais, ces personnes, ils vieillissent, ils ne pensaient pas avoir un futur, ils ne pensaient pas avoir à planifier pour, par exemple, leur retraite, etc. Avoir une famille, ça, on n'en parlait pas. Fait que pour eux, c'est tout nouveau. Mais ça reste que, ça, c'est pour ça que j'ai trouvé, quand Sarah m'a montré le iceberg, c'était parfait pour illustrer ces sessions de patients partenaires parce que tout ce qu'on ne voit pas, c'est caché, mais ça reste que c'est un traitement devenu incontournable. T'sais, on ne peut plus voir la fibrose cystique sans ce traitement. Puis il y en avait même un des patients partenaires qui m'avait écrit après les sessions, puis il a dit « Jamais, avant les modulateurs, il m'avait été impossible de rester 1 heure sans tousser. » Puis il m'a dit « Jamais j'ai été à une rencontre, à une session avec d'autres patients où personne n'a toussé. » OK? Fait qu'on ne peut pas nier le fait que c'est un traitement qui est cliniquement tout amélioré, mais il faut penser au moins au côté santé mentale, au côté bien-être, au côté nutrition. Donc, c'est pour ça que bientôt, en mi-avril, on devrait commencer le recrutement. On commence un projet pilote à la clinique de fibrose cystique du CHUM. On a la plus grosse clinique, pourquoi pas. On commence avec eux autres. On a un objectif de recruter 400 participants. On va les suivre d'année en année. Ils vont répondre à ce questionnaire-là pour voir si on voit un changement d'une année à une autre. Et quand on voit on va avoir eu des résultats, notre deuxième objectif, c'est vraiment d'y aller au niveau provincial et éventuellement au niveau national, puis même de faire le fusionnement de ces données auto-rapportées avec le registre canadien de fibrose cystique. Puis ce qu'on aimerait apporter, le but majeur de ce registre-là, c'est identifier c'est quoi les problèmes que ces patients ont pour être capable de soit changer la prise en charge clinique, d'informer les cliniciens,
des professionnels de la santé ou avoir recours, chercher les outils nécessaires pour essayer de contrer aux problèmes qui vivent de jour en jour. Donc, j'aimerais remercier mes étudiants, parce que sans mes étudiants, je ne peux pas rien faire de ces résultats-là, spécialement les projets que j'ai montrés par Nader, Chia et Sarah. Aussi, mes collaborateurs, Dr. Ruiz de l'Institut Cardio avec notre projet d'anépinomique, Dr. Laure, qui était mon postdoc, mais maintenant qui est chercheur clinicienne en France, qui m'a vraiment, moi, en tant que début de chercheur, m'a aidé à vraiment tout partir ces projets-là. Dr. Abbassia Levesque, qui est mon mentor de doctorat, qui est l'endocrino qui a mis en place la cohorte de fibrostigtique. Dr. Lavoie, la directrice de la clinique de fibrostigtique et le registre canadien. Et finalement, sans eux, je peux pas rien faire aucun de ces projets-là. Donc, les participants et les patients appartenant à les financements aussi. Et c'est ça. That's it. It's and donc c'est ça.